Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous êtes chauds pour ce soir parce qu'il va y avoir des choses, il va se passer beaucoup de choses ce soir. Bon les amis, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout va bien pour vous, moi ça va franchement nickel déjà. Et on va pouvoir commencer tout de suite avec Benedetta. Et oui, Benedetta, le nouveau film de Paul Verhoeven. Donc les amis, voilà tout simplement Benedetta, on va commencer par une partie résumée, tout simplement. Pour vous résumer un petit peu l'histoire de ce film, de Benedetta, c'est l'histoire donc de Benedetta, une nonne religieuse, je ne sais plus exactement quel est le terme exact pour elle, qui rentre dans un couvent à une période où la religion était extrêmement importante, où la peste aussi était extrêmement importante, durant ces années où la peste tuait la population et que tout tournait principalement autour de la religion, du christianisme. J'espère ne pas faire d'erreur parce que voilà, je ne suis pas un pro dans ce terme-là, mais c'est pas de ça principalement que va parler le film, même si c'est son thème global, mais c'est pas sur ça qu'il va se concentrer. Et on suit donc ce personnage de Benedetta. June Melon, merci à toi d'être là. Comment tu vas, mon ami? Putain, ça fait un moment. Merci de rejoindre la team. Si jamais un jour tu veux venir en live, June Melon, il n'y a aucun souci, mon ami. Bah, merci à toi. Merci à toi, ça fait plaisir de venir me voir. Ah, ça fait un moment, putain, ça fait plaisir de reprendre un petit peu les critiques après ce moment. Enfin bon. Et du coup, donc pour Benedetta, pardon. On a ce... J'avais pas follow encore, quelle honte. Oh, j'avoue, c'est honteux. Honteux. Non. Et du coup, donc pour Benedetta, l'histoire va nous parler en fait de cette nonne jouée par Virginie Efira qui en fait va un jour, un petit peu de manière aléatoire, rencontrer une fille qu'elle va prendre sous son aile et envers qui elle va avoir de l'attirance tout d'abord d'amour, puis par la suite forcément sexuelle. Donc le film nous montre 3-4 scènes à peu près sexuelles. C'est pas forcément le cœur du film et je dirais même que c'est l'inverse, mais on va aller dans le détail juste après. Et de l'autre côté, on va avoir aussi, donc sur ce même personnage de Benedetta, en fait elle va avoir des visions et elle va se dire, on va dire possédée positivement, c'est pas forcément négativement, autour de Jésus. En fait elle dit qu'elle a des visions de Jésus, que Jésus lui parle, et donc elle va aussi monter en hiérarchie à l'intérieur de cette c'est pas une abbaye, je sais pas exactement ce que c'est, j'ai vraiment pas du tout les termes, bon, allez, je suis désolé les amis, mais c'est pas ça le problème. Et du coup, on va pouvoir tout de suite, après ce résumé très éclaté, vous donner mon avis. Tout d'abord, je suis un fan de Paul Verhoeven, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, si je dois citer un top 10 de mes films, vous aurez dedans Starship Troopers. J'ai pas encore vu Basic Instinct. Je suis désolé. Je vais le découvrir la semaine prochaine, mais je l'ai pas encore vu. Je suis vraiment désolé, les amis. Mais en tout cas, dans mon top 10, Starship Troopers, ça, il n'y a pas de doute. J'adore le cinéma de Paul Verhoeven. Le fait de montrer des corps. Cette scène m'avait toujours marqué dans le cinéma de Paul Verhoeven. Dans Starship Troopers, donc à un moment, les militaires du film, à peu près à la moitié du film, peut-être même avant, prennent des douches. Et en fait, les hommes et les femmes dans ce film-là prennent des douches ensemble et en fait, on voit les corps de chacun. Et en fait, il n'y a aucune sexualisation du corps de ces personnages. C'est-à-dire que c'est juste une douche collective parce que ce sont des militaires et justement, il y a des vannes autour de leur corps à l'un et à l'autre, certains qui sont musclés plus que d'autres. Il y a même une moquerie, si je ne me trompe pas, sur une femme qui est plus musclée qu'un autre homme. Enfin voilà, c'est vraiment pour montrer plutôt comment fonctionne la vie de camp entre ces militaires et créer des liens entre eux pour plus tard dans le film forcément être attachés si jamais il y en a certains qui meurent. Et spoiler, dans Starship Troopers, il y en a qui meurent. Et on a exactement la même chose, ce lien avec le corps qu'aime et qu'affectionne Paul Verhoeven et que j'aime dans son cinéma dans ce film-là. Par exemple, la première fois que l'on voit une scène, on va dire entre guillemets, liée au corps de la femme, c'est Benedetta et la nouvelle fille qui vient d'entrer dans l'abbaye, qui vont chier tout simplement. Et vous voyez pas tout, mais vous entendez tout. Et tout simplement, déjà, ça casse directement, entre guillemets, ce mythe de la femme. Je vais clairement. C'est pour vous montrer que, voilà, on va tout de suite voir des femmes dans leur quotidien et des femmes religieuses dans leur quotidien. La deuxième scène qu'on voit, c'est une femme donc assez âgée, je dirais à la cinquantaine, dans le film peut-être soixantaine, qui a un cancer du sein. Donc tout simplement, elle se déshabille devant Benedetta et on le voit, son sein rongé par le cancer. Donc à l'époque, il ne savait pas que c'était un cancer du sein et c'était tout simplement irréparable. Donc malheureusement, un peu plus tard dans le film, désolé du spoiler, il va lui arriver des malheurs à cette pauvre femme liée à ce cancer du sein. Et juste après, on voit le personnage de Benedetta, d'ailleurs dans une très belle scène qui m'a marqué, tout simplement suite à cette image de ce sein
nécrosé, tout simplement, ce sein mort, elle va regarder, son sein à travers. On le voit donc pour la première fois, c'est la première fois qu'on voit, on va dire, une partie du corps de Virginie Efira à travers une assiette en or. Donc en fait, le sein et le corps sont déformés pour pas tout nous montrer tout de suite et pour pas non plus le sexualiser, car tout simplement c'était le seul miroir qu'elle avait dans sa chambre, une sorte de petite assiette miroitante, et du coup elle se regarde à travers ça pour voir si elle aussi son sein commence à avoir des nécroses. Puisque la maladie n'était pas connue, forcément cette maladie faisait peur. Et forcément on a aussi tout plein de personnes qu'on croise plus en figurant qu'en personnage principal, sauf à la fin, qui ont la peste, donc forcément qui ont le corps noirci, le corps attaqué. On voit aussi à plusieurs moments des corps morts de la peste se faire brûler, parce qu'on sait que la brûlure détruit la maladie, enfin que le feu détruisait cette maladie et limitait la propagation. Et du coup, tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce film. Voilà, vous le voyez, hein, je commence déjà à en parler, des petites scènes pour vous donner envie. J'ai adoré ce film. Voilà, je sais que ce film a été un petit peu décrié. Je sais que ce film, voilà, nous a dit qu'il est peut-être arrivé avec 30 ans de retard, que c'est pas le meilleur de Paul Verhoeven. Je sais pas si c'est le meilleur de Paul Verhoeven, mais je sais pas ce que je lui demandais. Aujourd'hui, il nous a pris une histoire, d'ailleurs, qui est basée d'une histoire vraie, d'une nonne qui a transgressé les mœurs à son époque, qui a été lesbienne, en fait, dans une société patriarcale et pro-religion où, déjà, le sexe était impossible pour les religieux, même si encore aujourd'hui, c'est le cas, mais elle a tout transgressé, elle a tout développé, et tout ça tourne autour. C'est vrai que le film reste aussi assez flou là-dessus. Est-ce que, rien que pour ses visions, même si on enlève son aspect homosexuel et ce qu'elle fait, ce qu'elle pratique avec la fille qu'elle accueille dans son abbaye, je sais pas du tout si c'est une abbaye, je vais dire abbaye à chaque fois, mais ça se trouve c'est pas du tout une abbaye, je suis désolé les amis, hein. Vous me corrigerez d'ailleurs dans le live actuellement ou dans les commentaires. Et du coup, elle va en fait tout simplement, même au niveau de ses visions, nous en tant que spectateurs, on nous laisse toujours, que ce soit par la réaction de d'autres personnages ou par même ses réactions à elle, une fois que les visions se terminent, on ne saura jamais vraiment si c'est des visions qu'elle a vraiment eues ou si c'est elle qui les imaginait, si c'était de la folie. Je vais reprendre par exemple toute cette histoire autour du verre cassé par rapport à des traces qu'elle a sur son corps. Est-ce que c'est elle qui se les a fait ou est-ce que c'est vraiment un acte divin, un acte de Dieu, un acte de Jésus-Christ qui parle pour elle? Pareil sur des moments vraiment hallucinant. Il y a des moments où le personnage donc de Benedetta, de Virginie Efira, rentre en transe complet et où elle parle au nom de Jésus. Et elle prend une voix quasi du diable, vraiment une voix diabolique, une grosse voix comme ça. Et elle dit trahison, qu'est-ce que vous avez fait? Vous méritez tous. Oh bon, voilà, je vais pas vous la faire en entier. Et vraiment, elle se casse la voix. Je sais pas si c'est trafiqué ou si c'est sa vraie voix qu'elle arrive à modifier comme ça. Mais vraiment, on dirait qu'elle est possédée. On se croirait limite dans l'Exorciste. Et très sincèrement, déjà, ça fait froid dans le dos, faut dire la vérité. Ces 2-3 moments-là où elle est limite possédée, hein, très clairement, par Dieu, où elle parle en son nom. Et pareil, on ne saura jamais vraiment, même à la fin du film, on nous laisse le doute. Est-ce qu'elle était juste complètement folle? Et du coup, tout ça est faux, ou alors est-ce qu'on rentre dans cet aspect religion, cet aspect possédé, cet aspect où effectivement Jésus lui a parlé et à un moment même parlait en son corps et en son âme. Et du coup, on a cet autre côté, cet amour transgressif, cet amour transgressif déjà parce que c'était un amour homosexuel et à l'époque c'était pas du tout dans les mœurs, même bien au contraire. Et en plus, au sein de religieux et de religions, sachant que Benedetta, comme je vous l'ai dit au début, je rentre pas trop dans les spoilers, gravit les échelons dans son abbaye. Et du coup, il va y avoir aussi toute cette question de... c'est une personne à un moment haut placé qui pratique ces choses-là. Et on a aussi à un moment le personnage de Lambert Wilson qui arrive, et là, où le film va changer complètement de tournure. La scène finale est juste incroyable, que ce soit par les discours, par les décors et par ce qu'il s'y passe. Que dire de plus? Les acteurs sont tous très bons, à commencer par Virginie Efira. Moi, très sincèrement, elle m'a bluffé dans ce film, sachant que c'est une actrice que j'aime pas forcément énormément de base. Je sais que j'ai pas vu son film de cette année. Non, c'est pas Adieu les cons, j'ai un doute. Le film qu'elle a fait cette année d'Albert Dupontel avec Albert Dupontel. Je ne l'ai pas encore vu parce que c'est un film qui ne m'intéressait pas forcément énormément. Et j'avoue que là, pour le coup, on sent qu'elle est passionnée, qu'elle est possédée par son rôle et son rôle lui va superbement bien. Elle accepte aussi, et ça c'est fort, de se mettre à nu pour le film, que ce soit dans tout ce qu'on peut lui demander et là-dedans.
Petite note aussi positive pour l'actrice, alors je n'ai plus du tout son nom, qui joue justement la fille avec qui elle va avoir une relation amoureuse et des relations sexuelles, qui est aussi très forte dans son rôle et qui accepte quand même une scène à la fin de torture. Bon, on sait que c'est pas arrivé pour de vrai, mais déjà se mettre nu comme ça dans une telle scène et la torture qui se passe pour son personnage, enfin qui est censée se passer, j'ai eu extrêmement mal pour elle. Franchement, j'ai eu extrêmement mal pour elle. La scène était très très bien mise en scène et c'était très bien fait de la part de Paul Verhoeven. On peut en parler, la réalisation, elle est aux petits oignons, surtout la lumière. Moi j'ai trouvé que c'était la lumière, surtout qu'on est dans un film voilà, tournant autour de la religion, autour d'un personnage qui se dit être appelé et parler au nom de Dieu, avoir des visions de Dieu. Donc forcément il y a aussi énormément de jeux de lumière sur la lumière qui représenterait peut-être la divinité qui s'abat sur Benedetta. On l'a tout au début durant sa première vision, d'ailleurs on a vraiment cette image de la fenêtre qui crée une lumière qui tombe sur Benedetta. Et vraiment, le film est super beau, que ce soit les décors, que ce soit les costumes, que ce soit la lumière. Moi, c'est vraiment la lumière qui m'a marqué dans ce film. Et du coup, si je devais finir rapidement cette critique, je vous dirais que je vous conseillerais, voilà, tout simplement d'aller voir Benedetta. Pour moi, c'est un très bon film de Paul Verhoeven et c'est un très bon film tout court qui parle d'un sujet qui est néanmoins intéressant parce qu'on parle d'une personne qui a vraiment existé, il y a un côté biopic dedans qui a transgressé les mœurs, que ce soit les mœurs sociales mais aussi religieuses de l'époque, d'un personnage qui a été au bout mais aussi d'un personnage qui incarne très bien la folie et où l'ambiguïté reste jusqu'à la dernière seconde et encore maintenant. C'est un film que j'ai très envie de revoir, voilà, pour avoir certaines clés, pour me reposer des questions devant. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous conseillerais très sincèrement d'aller voir Benedetta. Les amis, le second film que j'ai été voir, vous le voyez, c'est Old. Old de M. Night Shyamalan. C'est extrêmement frais, tout simplement parce que j'ai été le voir quand ? Hier. Old de M. Night Shyamalan. Waouh, le bégaiement encore. De Shyamalan. Je les laisserai au montage, hein. Je vous le jure, je les laisserai au montage. Old. Pour vous résumer encore une fois un petit peu l'histoire avant de rentrer dans les détails et de vous dire ce que j'en ai pensé, Old nous raconte l'histoire, la bande-annonce le dit très bien d'ailleurs, nous raconte l'histoire en fait d'une famille de 4 personnes, donc les 2 parents et 2 enfants, qui vont, suite voilà, à l'avoir trouvé... Oh, vas-y, mes résumés ils sont éclatés. On reprend, 1, 2, 3. Old nous raconte l'histoire d'une famille de 4 personnes, les 2 parents et les 2 enfants, un petit garçon et une fille, Trent et Malcox, oh je sais plus le nom de la fille, mais bref, voilà, qui vont dans un hôtel passer quelques jours de vacances et l'hôtel leur propose, le maître d'hôtel d'ailleurs leur propose d'aller sur une plage, une petite crique méconnue où un guide les emmènera, où ils pourront profiter de la plage pendant toute une journée. La famille accepte parce que c'est offert, c'est gratuit et c'est pour avoir un petit coin de plage assez tranquille on va dire. Ils y vont. Ils se retrouvent d'ailleurs un petit peu déçus par ça avec d'autres familles. Une autre famille d'un homme avec sa mère et... Alors, j'ai pas trop compris si c'était sa femme ou si c'était sa fille. En tout cas, il y a une différence d'âge importante s'ils sont en couple et la fille de cette femme. Et un homme qui était déjà là sur place et qui est, on l'apprend très vite, un rappeur, mais qui est surtout un homme seul. Enfin, en tout cas au début, qui est seul. J'irai pas plus loin. Et du coup, tout le monde va vite comprendre que ils sont en fait tout simplement enfermés sur cette plage et que le temps passe plus vite que la moyenne. Pour vous dire de mémoire, si je ne me trompe pas, 1 heure de passer sur la plage représente 2 années de vie. Parce qu'une demi-heure est une journée de vie, si je ne me trompe pas. Une année de vie, pardon. Une demi-heure sur la plage, c'est 1 année de vie. Et donc très vite, il va se passer des choses un petit peu louches. On va voir les enfants grandir à une vitesse grand V et changer. On va voir les parents et toutes les personnes qui sont sur place vieillir. On va voir aussi un petit chien mourir de vieillesse alors qu'il n'avait aucun problème de santé. Ils vont tomber sur un corps, enfin bon voilà. Et la question, ça va être comment sortir de cette plage avant de mourir. Voilà, tout simplement l'histoire de Old. Pourquoi aussi cette plage fait ça? Vous aurez la réponse dans le film. Il y a un twist à la fin parce que je sais, les gens aiment les twists à la M. Night Shyamalan. Shyamalan ne fait pas des films twist, je préfère le préciser. Il fait des films où forcément, puisqu'il y a des histoires complexes, il y a une révélation à la fin. Mais il ne fait pas que des films à twist. La révélation est juste logique par rapport à son style de film. Enfin bref, tout ça pour dire que Old, j'ai vécu
la pire séance de ma vie devant ce film. Voilà, je sais que beaucoup de gens s'en plaignent parfois de tomber sur un public qui fait du bruit, surtout devant des films d'horreur, voilà, avec 4-5 jeunes devant eux qui vont tout le temps rire, être sur leur téléphone, faire du bruit, etc. Eh bien moi, tout allait bien, je rentre dans la salle, parce que faut quand même la raconter cette anecdote. Je rentre dans la salle, on est quoi? Je vais le voir hier à 16h, donc on est quoi? On est une dizaine de personnes, distanciation sociale, tout ça, enfin personne va embêter personne. Et à 5 minutes avant que le film commence, donc dans le noir avec les bandes annonces, un groupe de 20 jeunes avec leurs 2 monos, donc je pense que c'était un centre de loisirs, tous à peu près maximum 14 ans, hein, donc en plus assez jeunes pour ce type de film, parce qu'il y a des scènes quand même assez trash dans le film. Je pense aux scènes finales dans la grotte avec le frère et la sœur. Je pense aussi à l'image qu'on voit dans la bande annonce de l'homme qui a son corps qui se décompose. Je vais pas plus loin, mais voilà. Et un bordel sans nom, c'est-à-dire qu'il y en a même 2 gamins qui ont failli se taper pendant la séance. Ils ont fait du bruit tout le temps. En plus, manque de bol, moi j'avais pris le siège tout en haut, parce qu'au cinéma j'adore être tout en haut. Il se retrouve les 2 lignes devant moi et les 2 monos à côté de moi. Donc autant vous dire qu'il y a eu du bordel toute la séance, donc très 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 compliqué de se concentrer devant le film et de prendre du plaisir à voir ce film, parce que j'étais tout le temps dérangé. Et néanmoins, je vous dirais que j'ai dans l'ensemble bien aimé le film. Je peux pas aller plus loin et je vais rentrer tout de suite un petit peu dans les détails. Donc voilà, pour ceux qui veulent pas forcément se faire spoil, je vais tout de suite vous le dire. J'ai bien aimé le film. Je vous conseillerais franchement d'aller le voir si vous avez une meilleure séance que moi, parce que très sincèrement, ma séance c'était catastrophique. Je l'avais jamais vécu. Faut bien le vivre au moins une fois dans une vie. Et bah voilà, je l'ai vécu. La séance de merde avec des gens qui font du bordel, je l'ai eu. Et c'était pas 2-3 jeunes, c'était 20 jeunes. Donc comme ça au moins c'était nickel. Et tout ça pour dire voilà, que très rapidement, j'ai bien aimé le film, il a quelques défauts que je vais aller juste après. Je vais essayer de spoiler le moins possible, donc vous pouvez éventuellement rester, mais si vous voulez vraiment ne rien découvrir du film, même pas quelques petits bouts à droite à gauche, sans forcément de lien pour que je puisse aller dans les détails, je vous propose de quitter la critique maintenant, de découvrir les films et de revenir après pour me donner votre avis, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que vous me donniez votre avis sur le film, vous. Enfin bon, tout ça pour vous dire que, on va rentrer maintenant dans les détails, Old n'est pas un mauvais film. Bien au contraire, c'est-à-dire que déjà, moi, je me suis fait avoir. Le twist de fin, je m'y attendais pas du tout, je ne l'ai pas du tout vu venir. Et pourtant, plusieurs clés sont données tout au long du film, forcément. Et moi, personnellement, je me suis fait avoir et je trouve qu'il fonctionne. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé que le twist à la fin, même s'il est au final assez simple et basique dans sa structure, pour moi il fonctionne très bien et j'adore l'explication qu'il y a autour de cette île, autour de cet hôtel, et le lien entre les deux. Vraiment moi j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Donc voilà, ça c'était la première chose. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qui sont caricaturaux. Je pense au médecin âgé et à sa donc, fille ou femme, ce couple-là, père-fille ou homme-femme, parce que c'est assez ambigu, on les voit jamais s'embrasser, donc j'ai jamais su s'ils étaient père-fille ou mari-femme. Et ces personnages-là sont très caricaturaux, surtout elle plus que lui. Le personnage du rappeur est vraiment bon pour un personnage secondaire. J'ai vraiment beaucoup aimé l'intérêt du personnage. Pareil pour le couple de la femme noire et de l'asiatique. Eux, c'est pareil, personnages secondaires qui sont assez intéressants. Les enfants sont vraiment là, et cette famille principale sont vraiment le pilier du film. Et ça fonctionne super bien. Et du coup, c'est ce qui fait que le film, moi, je l'ai bien aimé. C'est vraiment cette question, avec le titre Old, la question de la vieillesse et la question du temps. Tout au long du film, on ressent en fait, le film, tout simplement, nous fait passer une vie entière, il faut le dire, à la vitesse grand V. En une journée, on voit ces personnages voient leur vie défiler, voient leur vie passer extrêmement vite, et toutes les problématiques qui se posent autour de ça sont vraiment intéressantes. On voit à la fin, par exemple, c'est là où je rentre un petit peu dans les détails et peut-être un petit peu dans les spoilers, donc je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu. À la fin, par exemple, quand on a ces 2 personnages, des parents qui se disent adieu de vieillesse, c'est vraiment intéressant le discours entre les deux, même si je me le suis un peu fait niquer par les gamins autour de moi, mais j'ai quand même réussi à bien le suivre. Il est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment ce discours de 2 personnes âgées prêts à mourir ensemble, qui pourrait y avoir dans la vraie vie. Moi, forcément, ça m'a, comme n'importe qui, ça touche facilement parce que tout de suite, je projetais mes grands-parents en eux et je me disais, voilà, c'est sûr qu'il y a des choses
que toute une vie, on ne dit pas, et à la fin, on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas dit? Il y a aussi l'histoire avec cette femme noire avant de mourir, la femme de l'homme asiatique, ce couple secondaire, qui avant de mourir va parler de sa sœur en disant qu'elle était plus jeune et qu'elle s'engueulait avec sa sœur, que maintenant, à cause de cette histoire de la plage, c'est elle la plus âgée, et elle se rend compte avant de mourir que c'était une engueulade qui servait à rien, et tout ce qu'elle voudrait, c'est dire une dernière fois... faire une dernière fois un bisou, un câlin, un signe d'affection à sa sœur, et lui dire que leur engueulade, au final, elle ne vaut rien sur toute une vie. Donc voilà, en fait, on a tous ces personnages qui vont chacun un petit peu à leur manière faire un bilan actuel de leur vie, et de leur vie passée, et aussi de leur vie manquée, parce que c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est une question qui va plus se poser avec les enfants, qui vont dire on n'a pas vécu nos années lycée, on n'a pas vécu nos soirées, on est tout de suite adulte. Si demain, on devait réussir à ressortir de cette plage, comment peut se passer notre vie après ça, comment on peut être heureux après cette vie manquée. Et c'est aussi le sentiment de personnes qui parfois vont avoir leur vie qui va aller trop vite, qui vont faire trop de choses trop jeunes, et qui au final ne vont pas profiter, et qui à 40-50 ans vont se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie au final, est-ce que je suis si heureux que ça, est-ce que j'aurais pas pu plus profiter? Et chaque personnage individuellement a un dilemme à ce niveau-là. Le dilemme qui m'a le moins touché, c'est la question de la beauté, et le dilemme de beauté justement de la femme ou fille du docteur, qui elle va avoir toute une problématique de vouloir constamment être belle, et qui va avoir la peur de vieillir par la peur de perdre sa beauté jeune, et qui justement va finir dans peut-être l'un des pires états à la fin en termes de vieillesse. Et du coup on a tous ces dilemmes là en fait, sur le temps qui passe, sur la réflexion du temps qui passe, sur le corps, sur l'esprit, sur la psychologie. On a aussi tout au début les personnages de l'enfant qui disent ce matin j'étais moins réfléchi mais je me sentais plus heureux, et là actuellement je me sens plus réfléchi mais je me sens moins heureux, comme si mon cerveau avait moins de folie. C'est très paraphrasé, hein. C'est pas exactement ça qu'ils disent, mais c'est entre guillemets ça qu'ils font comprendre. Et c'est beau aussi de voir quand on évolue qu'on perd certaines choses mais on en gagne d'autres. Tout à la fin, il y a aussi la question de ces enfants qui sont toujours dans leur esprit des enfants, mais qui ont des corps et des réflexions d'adultes, qui disent est-ce que tu penses, parce qu'ils n'ont pas vécu réellement leur vie d'adulte, et qui vont se dire l'un à l'autre, est-ce que tu penses que quand on vieillit, on garde notre cœur d'enfant? Et ils se disent nous en tout cas on l'a. Oui, mais voilà, c'est plein de questions philosophiques. Moi, c'est vrai que la question du temps, c'est quelque chose moi qui me touche. J'entendais la critique de Durandal qui disait qu'il se pose pas la question et qu'il voit les choses au jour le jour. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui profite justement au jour le jour, parce que je me dis si demain tout s'arrête, je veux me dire que j'ai été heureux jusqu'à la dernière seconde. Et voir ces personnages justement qui se posent un petit peu toutes les mêmes questions que moi. Est-ce que j'ai été heureux? Est-ce que cette engueulade que j'ai eue avec telle personne, elle est vraiment importante? Est-ce que ça, je pourrais pas le changer pour que ce soit mieux? Est-ce que j'aurais pas dû changer ce choix-là? Est-ce que ça aurait pas été mieux si... Avec des si on refait le monde, mais forcément ça crée une discussion, un débat philosophique qui moi m'intéresse énormément. Et c'est ce qui fait que j'ai bien aimé le film, parce qu'il parle de choses qui moi m'intéressent. En revanche, et je vais aller tout de suite sur peut-être les faiblesses de ce film, je trouve que sa faiblesse principale, c'est qu'il va beaucoup trop vite. C'est-à-dire que ces moments-là, ils sont peut-être à mon goût pas assez nombreux, ou certains passent trop vite. Il y a des personnages qui n'ont même pas cette réflexion-là et qui sont là. Je pense par exemple au mari chinois, ou alors à la fille de la mannequin, voire aux rappeurs, qui sont vraiment des personnages faits pour que l'action évolue, et qui sont pas des personnages faits pour que les choses se posent. Le rappeur, je crois qu'il a qu'une phrase sur lui pour parler un petit peu de son background et montrer son évolution et sa peur du temps. La fille qui a la scène d'accouchement qu'on voit dans la bande-annonce, j'en parle même pas, sa réflexion soit m'a pas touché, soit est inexistante. En tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'il y en ait une. Pareil pour le médecin. C'est moins intéressant. Donc voilà, on a des personnages qui sont plus des personnages fonction, et d'autres qui sont là pour qu'on se pose. Ceux qui sont là pour qu'on se pose et qu'on ait la réflexion, c'est principalement la famille, et en tout cas tout ce qui tourne autour est vraiment intéressant. Ça c'est le cas. Maintenant voilà, on peut pas exonérer les défauts de ce film. Il y a quelque chose qui sont ridicules visuellement, même si c'est à la limite du ridicule. Je pense par exemple à la scène de fin dans la grotte entre les deux enfants et la mannequin. On est à la limite du ridicule. À la scène de la tumeur. Voilà, je vais pas la spoiler, mais la scène de la tumeur, on va aussi très loin dans le nanardesque. C'est vraiment une scène qui est assez nanardesque, même si dans le film, dans la logique du film, on accepte ces scènes-là. C'est ça en fait, c'est qu'on les accepte, mais sorties de leur contexte, vraiment,
surtout la scène de la tumeur, c'est nanar au possible, quoi. Genre, c'est improbable ce qui se passe autour de ça, mais bon, on va faire avec. On a cette question, voilà, que le film passe très vite, il aurait peut-être besoin de se poser. Le twist à la fin qui est quand même assez simple, même s'il fonctionne, mais c'est pas un grand film à twist. Je dirais pas que c'est un grand film non plus, c'est juste un bon film avec un sujet intéressant. Et parfois, voilà, il y a des films qui vont être peut-être avec de moins grandes envergures, mais avec des bonnes réflexions. Et bah, un petit peu comme le film The Philosophers, que je vous conseillerais de voir, qui est un film que j'affectionne particulièrement et que je parlerai un jour en live, c'est sûr, ou en vidéo, je sais pas, mais j'en parlerai. Un film un petit peu dans ce style-là qui a une excellente réflexion, peut-être avec, on laisse tomber la cohérence et la logique pour justement la réflexion, et je trouve que ce film-là, il a ça. On garde quand même le style Shyamalan, et c'est ce qui fait que ce film ressort quand même un petit peu au-dessus du lot, et que moi, en tout cas, je vous conseillerais de voir ce film, les amis, qui est actuellement au cinéma. Et d'ailleurs, hein, je le reprécise, mais n'hésitez pas, hein, vous le voyez juste au-dessus, ça tourne. Si vous voulez venir me voir en live, ça peut être intéressant, je dis ça pour vous, la rediff YouTube. Venez vous abonner à mon compte Twitch, qui sera en lien normalement dans la description de la vidéo. Et aussi à vous abonner pour ne pas louper les lives à mon compte Insta, à mon compte Twitter. Et en attendant, les amis, bah, je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Guilain. Et surtout, n'oubliez pas, regardez des films, c'est bien, en discuter, c'est mieux. Ciao, ciao les amis.